Février 1995, Raleigh, Caroline du Nord. Des agents du FBI encerclent un immeuble d'appartements sombres. Leur cible, un hacker, capable, selon eux, de déclencher une guerre nucléaire avec un simple coup de téléphone. À l'intérieur, Kevin Mitnick, considéré comme le hacker le plus recherché d'Amérique, tape sur son clavier, ignorant complètement les agents qui se rapprochent. Soudain, la porte s'ouvre. Lampe torche, arme pointée, cri, FBI, le cœur battant. Mitnick lève les mains. Il est pris. Mais est-ce vraiment la fin de son histoire? En réalité, ce n'est que le début. L'ado qui a trompé le système. Retour dans les années 70, un adolescent marche calmement dans les couloirs de la Pacific Bell. Telephone Company à Los Angeles. Il porte un polo, un peu rondouillard, l'air tout à fait normal. Sans que personne ne l'arrête, il ouvre une porte non verrouillée, prend quelques manuels confidentiels contenant des codes d'accès secrets et des schémas techniques des systèmes de l'entreprise. Il les glisse sous son bras et ressort tranquillement. Pour Kevin Mitnick, ce n'est pas du vol pour l'argent, c'est un jeu. Il découvre qu'il peut exploiter les failles des systèmes et la confiance des gens sans écrire une seule ligne de code. À 12 ans, Kevin apprend son premier tour de manipulation sociale. Il réussit à convaincre un chauffeur de bus de lui dire où acheter une machine pour composter les tickets, prétextant que c'est pour un projet scolaire. Avec cette machine et quelques tickets vierges récupérés dans une poubelle, il voyage gratuitement dans tout Los Angeles. Pour lui, ce n'était pas pour économiser de l'argent, mais pour battre le système, si les gens le croyaient sur parole. Il considérait que c'était leur erreur. À l'adolescence, Kevin rejoint un petit groupe d'amateurs de téléphonie. Des adolescents passionnés qui adorent bidouiller les réseaux téléphoniques juste pour s'amuser. À cette époque, on les appelait les Fun Freaks. Kevin se donne même un surnom inspiré d'un film d'espionnage qu'il adore. Le Condor. Pour lui, les réseaux téléphoniques sont un immense terrain de jeu. Il apprend à trouver des codes d'accès secrets, écouter les messageries vocales des gens et même piéger des lignes téléphoniques pour piquer les autorités. Un soir, Kevin décide de pousser le jeu plus loin. Il utilise l'identité d'un employé pour se connecter secrètement dans le système d'une compagnie téléphonique. Il fait quelque chose de fou. Il redirige le numéro d'un agent du FBI vers la ligne d'un motel. Résultat, quand les collègues de cet agent appellent chez lui, il tombe sur une réceptionniste de motel qui les drague. Kevin et ses amis explosent de rire dans un sous-sol, ravis d'avoir humilié le puissant FBI. C'est risqué, dangereux, mais incroyablement grisant. La limite entre le jeu et le danger, mais un problème apparaît. Quand on joue avec le FBI, ça finit rarement bien. Kevin se sent invincible. Chaque réussite le pousse à aller toujours plus loin. Pour lui, c'est un jeu d'échecs. Il veut montrer qu'il peut battre le système. Mais peu à peu, ses blagues cessent d'être drôles et il attire l'attention. La première, arrestation. Le coup de maître qui le F est tombé, son intrusion dans les locaux de Pacific Bell quand il avait volé les manuels secrets ne passe pas inaperçu. Quelques semaines plus tard, l'entreprise se rend compte de la disparition des documents et remonte la piste jusqu'à Kevin. En 1981, il est arrêté pour la première fois. Le juge le traite comme un addict. Lors du procès, le juge est choqué par l'audace de ce gamin de 17 ans. Il déclare Kevin addict au piratage et l'envoie 1 an dans un centre de réhabilitation pour mineurs. L'objectif, lui faire peur et le remettre dans le droit chemin. Mais ça ne marche pas. Une passion plus forte que la peur, dès qu'il sort, Kevin replonge. Il ne pirate pas pour l'argent, mais pour le défi. C'est comme un jeu vidéo grandeur nature. Plus la sécurité est forte, plus il veut la briser. À la fin des années 80, il s'attaque à un nouveau géant, la Digital Equipment Corporation, DEC, l'une des plus grandes entreprises d'informatique au monde. C'est le début d'un bras de fer avec le FBI qui ne fait que commencer. À la fin des années 80, Kevin Mitnick a 24 ans. Il est plus expérimenté, plus confiant et surtout plus audacieux. Son nouveau défi, pirater la Digital Equipment Corporation, entreprise américaine ultra sécurisée. Pour Kevin, c'est le boss final d'un jeu vidéo. S'il arrive à s'introduire dans leur serveur, il prouvera qu'il est le meilleur hacker du monde. Le
coup de téléphone qui change tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Kevin ne tape aucune ligne de code compliquée. Il choisit une autre stratégie, la manipulation humaine. Il appelle directement les bureaux de DEC en se faisant passer pour l'un des ingénieurs les plus connus de l'entreprise. Petit détail, tout le monde connaît le nom d'Anton, mais personne ne connaît sa voix. Kevin simule la colère et l'urgence. Je n'arrive pas à me connecter depuis ma position. J'ai besoin d'un accès de test immédiatement. Résultat, l'ingénieur décroche et lui crée un compte avec tous les droits d'accès. En quelques minutes, Kevin vient d'ouvrir la porte du coffre-fort numérique. Le triomphe et la trahison. Une fois connecté, Kevin accède aux logiciels internes de DEC. Il montre fièrement l'exploit à ses amis hackers. Ils sont ébahis, certains même jaloux. Mais l'un d'eux le trahit. Il prévient directement l'équipe de sécurité de DEC qui alerte le FBI. Peu de temps après, les agents frappent à la porte de la mère de Kevin. « Votre fils est dans notre viseur. S'il continue, ça va très mal finir. » Pour la première fois, Kevin comprend que les choses deviennent sérieuses. Mais loin de s'arrêter, il redouble de défis. Le FBI entre officiellement dans le jeu. À partir de 1988, Kevin ne se contente plus de petites blagues. Il pirate Motorola pour obtenir les plans secrets d'un nouveau téléphone portable Nokia, pour accéder à leur technologie mobile et d'autres grandes entreprises informatiques. Le FBI commence à dresser son profil. Ce n'est plus un simple adolescent farceur, c'est un génie incontrôlable. Mais Kevin ne cherche toujours pas l'argent, il cherche le frisson, le pouvoir et surtout la preuve qu'il peut battre le système. La grande cavale. En 1992, Kevin se fait repérer après avoir piraté le système de messagerie vocale de Pacific Bell. Encore une fois, cette fois, le FBI veut l'arrêter immédiatement. Mais Kevin ne compte pas retourner derrière les barreaux. Il fait ses valises, quitte son appartement et disparaît dans la nature. À partir de ce moment-là, il devient un fantôme, changé d'identité pour survivre. De 1992 à 1995, Kevin vit dans l'ombre. Il change régulièrement de nom, de ville, d'appartement et paie toujours en liquide pour ne pas laisser de traces. À Denver, il se fait passer pour Eric Weiss, un employé discret dans un cabinet d'avocats. Le jour, il travaille comme assistant informatique poli et serviable. La nuit, il redevient Kevin Mitnick, le hacker le plus recherché des États-Unis. Comment Kevin arrive-t-il à échapper au FBI pendant 3 ans? Grâce à un arsenal de techniques ingénieuses. 1. Clonage de téléphone. Explication simple. Il modifie de vieux téléphones pour qu'ils utilisent le numéro d'un vrai abonné. Résultat, quand il passe un appel, il est impossible de le tracer. Après quelques heures, il jette le téléphone et recommence avec un autre. 2. Écoute des communications du FBI. Kevin utilise un scanner radio pour intercepter les fréquences de la police et du FBI. Il sait à l'avance quand et où il prévoit de lancer des opérations. 3. Espionnage inversé. Le coup de maître. Il réussit même à pirater les lignes téléphoniques des agents du FBI. Il écoute leurs appels privés et lit leurs messages vocaux. Autrement dit, il connaît leurs plans avant qu'ils n'agissent. Le fantôme qui humilie le FBI. Pendant ces 3 années, Kevin infiltre des dizaines d'entreprises, opérateurs téléphoniques, sociétés informatiques et même des organismes gouvernementaux. Il vole des codes sources, les fichiers secrets qui permettent de créer des logiciels et s'amuse à tester les limites de chaque système. Le FBI, chaque fois qu'il pense l'avoir trouvé, Kevin a déjà disparu. La légende prend de l'ampleur. Peu à peu, son image dépasse celle du simple hacker. Des sites internet apparaissent pour le soutenir. Des messages Free Kevin fleurissent partout sur les forums. Certains vont même jusqu'à pirater le site du New York Times pour réclamer sa libération. Pour les uns, Kevin est un criminel dangereux. Pour les autres, c'est un héros qui prouve que les systèmes les plus puissants ne sont pas invincibles. Le duel avec Tsutomu. Shimomura, jour de Noël, 1994. Alors que la plupart des gens déballent leurs cadeaux, Kevin Mitnick s'attaque à un nouvel objectif. Un chercheur en cybersécurité très réputé, Tsutomu Shimomura. Pour Kevin, ce n'est qu'une cible comme une autre. Il pense trouver dans son ordinateur
des recherches avancées en cybersécurité, des fichiers confidentiels et des programmes encore en phase de test. Kevin s'introduit dans le système avec une facilité déconcertante et copie plusieurs fichiers sensibles. Comme d'habitude, il laisse quelques traces volontaires pour montrer son passage, un trophée de plus, pense-t-il. Mais cette fois, ce n'est pas une entreprise anonyme. C'est Shimomura, et il va répliquer. Quand Tsutomu rentre de vacances et découvre son ordinateur piraté, il est furieux. Ce n'est pas juste un vol de données, c'est une attaque personnelle. Là où les entreprises victimes de Kevin déposaient plainte et attendaient le FBI, Shimomura fait exactement l'inverse. Il contacte lui-même le FBI et leur propose son aide pour traquer Kevin. La naissance de la chasse numérique, c'est le début d'une collaboration historique. Shimomura n'est pas un hacker amateur. C'est un expert mondialement reconnu. Il connaît les méthodes de Kevin, anticipe ses mouvements et va traquer ses traces numériques. Pour la première fois, Kevin a un adversaire à sa hauteur. Grâce à ses analyses, Shimomura découvre que Kevin se connecte à Internet via un téléphone portable piraté. Il partage cette info au FBI. Les agents déploient alors un système de triangulation. Ils installent des antennes spéciales. Ils suivent les signaux des téléphones clonés utilisés par Kevin et ils se rapprochent pas à pas. Pendant des semaines, ils guettent le moment où l'un des téléphones de Kevin se connecte à Internet. Chaque fois qu'il se connecte, il gagne un peu de terrain. L'étincelle finale, février 1995. Un soir, vers 23 h, l'une des lignes de Kevin s'allume. Shimomura et le FBI savent exactement ce que ça veut dire. Kevin est en train de pirater en direct. En quelques minutes, il localise l'appartement précis où il se cache, Raleigh, Caroline du Nord. Les forces spéciales du FBI se préparent à intervenir. Kevin, lui, ne se doute de rien. Il est concentré sur son écran, persuadé d'avoir encore plusieurs longueurs d'avance. Nuit du 15 février 1995. Il est 0h30. Dans les rues sombres de Raleigh, Caroline du Nord, un petit immeuble d'appartements est encerclé par des véhicules banalisés. À l'intérieur d'une camionnette, Shimomura et les agents du FBI retiennent leur souffle. Les antennes de triangulation ont confirmé l'information. Kevin Mitnick est bien à l'intérieur. Kevin, concentré devant son écran, dans l'appartement numéro 202, Kevin tape sur son clavier. Sur son bureau, un fatras de téléphones clonés, de disques durs et de câbles. Il est en pleine session de piratage. Dans sa tête, rien ne peut l'atteindre. Il connaît les failles des systèmes. Il intercepte les communications du FBI. Il pense être intouchable. Ce qu'il ignore, c'est que, cette fois-ci, le FBI a un coup d'avance. L'assaut. Dans le couloir, les agents progressent en silence. Casque noir, gilet pare-balles, fusil pointé, le cœur bat à 100 à l'heure. L'un d'eux fait un signe de la main. 3, 2, 1. Boum! La porte explose sous la pression du bélier. FBI, à terre, Kevin lève les yeux, figé, surpris, presque incrédule. Il réalise que, pour la première fois, il s'est fait piéger. Les agents se ruent dans la pièce, le plaquent au sol, menottes au poignet. Fin de la cavale. Il est 0h30 quand le Condor est enfin capturé. La chasse à l'homme aura duré 2 ans et demi. Dans l'appartement, le FBI découvre des centaines de disquettes contenant des codes secrets, des téléphones clonés, des identités multiples et des preuves de dizaines de piratages. Kevin, 31 ans, est épuisé mais étrangement calme. Il sait que le plus dur commence maintenant. Le journaliste, le héros, le criminel, à l'extérieur, Shimomura pousse un soupir de soulagement. Après des mois de traque, il a gagné. Mais dans le monde entier, la nouvelle se propage à une vitesse folle. Pour certains, Kevin est un génie dangereux. Pour d'autres, c'est un héros qui a montré que personne n'est intouchable. Sa légende est en marche. De hacker recherché à expert en cybersécurité, après son arrestation, Kevin Mitnick est considéré comme l'ennemi public numéro 1 dans le monde du numérique. Le FBI le présente comme le hacker le plus dangereux de l'histoire des États-Unis. Lors de son procès, les procureurs vont jusqu'à affirmer que Kevin Mitnick peut déclencher une guerre nucléaire juste en sifflant dans un téléphone. Ça paraît fou, mais le juge y croit. Résultat, Kevin est placé à l'isolement pendant 8 mois pour éviter qu'il ne communique avec l'extérieur. Au total, il passera 5 ans derrière les barreaux.
Quand il sort de prison, en 1999, le juge impose une condition stricte, interdiction d'utiliser un ordinateur, un téléphone portable ou même Internet pendant 3 ans. Dans les années 2000, au moment où Internet explose, Kevin vit coupé du monde numérique. Il dira plus tard en riant que c'était la punition la plus difficile de toute sa vie. Après cette période, Kevin fait un choix surprenant. Il décide de passer de l'autre côté. Plutôt que de fuir ou de replonger, il devient consultant en cybersécurité. Son métier, aider les entreprises à identifier leurs failles, les former pour empêcher les piratages, simuler des attaques pour tester la solidité de leur défense. Kevin raconte son histoire dans 2 livres devenus des best-sellers mondiaux. Ghost in the Wires, le fantôme dans les fils. The Art of Deception, l'art de la manipulation. Il y révèle un point essentiel. Le maillon faible, ce n'est pas la technologie, c'est l'être humain. La plupart de ces piratages ne reposaient pas sur des super-ordinateurs ou des codes compliqués. Kevin gagnait en manipulant les gens pour qu'ils lui donnent ce qu'ils voulaient. Mots de passe, accès, informations confidentielles. Aujourd'hui encore, ces techniques sont enseignées dans les écoles de cybersécurité. Une leçon pour le monde entier, l'histoire de Kevin Mitnick n'est pas seulement celle d'un hacker de génie. C'est aussi une alerte mondiale. Même les systèmes les plus puissants peuvent être trompés parce que la vraie faille, c'est nous. Kevin est devenu une légende vivante. Pour le FBI, il reste l'homme qui leur a échappé pendant 3 ans. Pour les hackers, il est un symbole de liberté et d'ingéniosité. Pour les entreprises, il est un rappel permanent que la sécurité totale n'existe pas. Conclusion. Kevin Mitnick est passé de l'ado qui trichait dans les bus à l'homme le plus recherché des États-Unis, puis à l'expert en cybersécurité respecté dans le monde entier. Une histoire vraie, pleine de rebondissements, de tensions, de suspense, exactement le genre de récit qui marque Elite Story.